Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de LCA Télévision. Bienvenue à cette émission Franc-Parler. Franc-Parler qui reçoit cette semaine un ancien ministre de l'énergie, le professeur Alpha Oumar Dissa a bien voulu répondre à notre invitation. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission Franc-Parler. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un ancien ministre de l'énergie. C'est vrai que vous avez quitté le gouvernement il y a quelques mois, quelques années. Alors, depuis lors, qu'est-ce qui occupe votre quotidien? Parce qu'on vous voit rarement à l'écran maintenant. Non, par la grâce de Dieu, je vais bien et je continue à faire ce que je faisais avant, oui, notamment donc l'enseignement et la recherche à l'université. Oui. Et dire également qu'on me voit rarement à l'écran, je dirais que ce n'est pas forcément pour la rectitude politique qui veut que les anciens ministres ou les militants des partis ne puissent pas s'exprimer, Oui. mais c'est un choix personnel parce que vous savez que en politique, les vérités sont quelquefois muables. Alors que ce que moi j'aime généralement dire quand je veux m'exprimer dans les médias, Oui. notamment donc le volet technique et scientifique, les idées sont quelquefois là-bas immuables. Exactement. Donc c'est pourquoi que la plupart du temps, quand vous allez me voir m'exprimer, Oui. je m'exprime beaucoup plus sur les questions techniques et scientifiques ouais. que les questions politiques. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes opinions, j'ai des opinions, mais je pense que le temps viendra également où on aura le temps donc de donner nos opinions et de s'exprimer par rapport donc aux questions politiques de façon beaucoup plus évidente. Alors, on aura remarqué effectivement que vous préférez justement les questions techniques lorsque vous intervenez dans les médias. Alors, dites-nous, professeur, vous êtes à l'université de Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo, c'est bien cela. Donnez-nous, rappelez-nous un peu votre domaine d'intervention. Vous êtes spécialiste en quoi? Rappelez ça aux éditeurs. Exactement. Je pense que j'interviens dans un domaine avec une gamme assez large, allant de l'énergie sur toutes ses facettes, Oui. à l'environnement et aux questions de façon générale des infrastructures, grand I, et même aboutir donc à l'agriculture, notamment toutes les questions liées à la transformation des produits agricoles, la création des chaînes de valeur et la transformation industrielle donc des produits agricoles. Et c'est ce que vous enseignez à l'université? Entre autres, c'est ce que j'enseigne. Vous savez que quand on prend le secteur de l'énergie, Oui. il a quelquefois des démembrements dans beaucoup de secteurs, ce qui fait que, par exemple, à l'université, vous me verrez par exemple donner des cours de séchage, Oui. ou de séchage solaire, parce qu'utiliser l'énergie solaire par exemple pour conserver les produits. Oui. Voilà, là par exemple, il y a un lien parfait avec le secteur de l'énergie. Vous verrez par exemple les questions par exemple environnementales, Oui. la valorisation énergétique des déchets, le traitement par exemple et la valorisation des déchets, etc., qui sont des questions qui sont quelquefois transversales, mais avec donc quelquefois des branches beaucoup plus pointues, ayant donc une relation avec d'autres domaines, notamment donc le domaine de la physique de façon générale. Vous faites également de la recherche à l'université? Tout à fait. Je suis professeur titulaire. Oui. On ne peut pas être professeur titulaire sans faire de la recherche. J'ai à l'actif peut-être plus d'une trentaine de publications scientifiques dans des journaux de renommée qui peuvent être vérifiés sur le net. Et également, je pense que côté encadrement, j'ai déjà peut-être 3 ou 4 docteurs que j'ai formés, qui sont aussi des anciens chercheurs comme moi, qui sont également recrutés dans les universités, notamment l'université de Ouaga, de Ouaga et l'Institut des sciences. Et c'est une fierté pour vous de former les gens jusqu'au doctorat? Oui, c'est une fierté, mais je pense que c'est même plus une fierté, c'est un sacerdoce. Ouais. D'autant plus que quand tu es enseignant-chercheur, quand tu deviens professeur titulaire, tu deviens comme en quelque sorte un général d'armée. Un général d'armée est d'autant plus fort quand il a une troupe qui est forte et une troupe qui est fournie derrière. En ce moment, il a les reins solides. Et moi, je pense que quand on est enseignant à l'université, sa fierté doit se baser sur le nombre d'étudiants qu'on a formés et surtout le nombre d'étudiants qu'on a formés qui sont devenus comme soi-même. Ça doit être la première fierté qui anime un enseignant d'université. Alors, on va ouvrir une petite page politique dans cette émission, même si vous n'aimez pas beaucoup parler politique. Il nous revient que vous avez contribué à l'élaboration du programme présidentiel
du candidat Roch-Marc Christian Kaboré devenu chef de l'État. C'est peut-être ce qui vous a valu d'être appelé au gouvernement. Alors aujourd'hui, 4 années après la mise en œuvre de ce programme, est-ce que vous êtes satisfait lorsque vous regardez, même étant hors du gouvernement, est-ce que vous êtes satisfait de la mise en œuvre de ce programme présidentiel? Tout d'abord, il faut, je pense, féliciter le président Roch-Marc Christian Kaboré, parce qu'au-delà, aujourd'hui, de tout ce que nous connaissons, notamment donc l'adversité liée à l'hydre terroriste que nous connaissons, malgré donc ces climats hostiles et ces climats agressifs, aussi bien sur les frontières qu'à l'intérieur, on voit véritablement que il arrive à trouver donc des créneaux pour pouvoir donc progressivement donc mettre en œuvre son programme. Et quand on regarde aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, notamment par exemple le secteur de l'eau, vous voyez par année on fait plus de 2000 forages. Aujourd'hui on a un taux d'accès à l'eau de plus de 70%. Bon, quand on prend des secteurs comme les infrastructures, vous savez qu'aujourd'hui on a plus de 2000 km de pistes rurales qui ont été réalisées depuis 2016. On a plus de 1000 routes en terre battue, en terre rouge qui ont été également effectuées et plus de 1000 km également de bitume qui ont été construits donc, au cours donc, de ces 4 dernières années. Et même quand on va au-delà des secteurs comme l'éducation nationale, nous avons aujourd'hui, je pense, plus de 4000 salles de classe qui ont été construite avec une dizaine de lycées scientifiques et techniques. Bon, je pense que souvent, on ne prend pas le temps dans cet environnement où il y a beaucoup de choses qui sont dites, on ne prend pas le temps de regarder de près pour voir est-ce que véritablement quelque chose est fait ou pas. Mais quand on regarde, aujourd'hui, tout ce que nous avons comme inauguration, je vais même dire que c'est parce qu'on a quelque chose sous la main qu'on arrive à inaugurer en tout cas quelque chose. Et en la matière, moi, je pense que s'il n'y avait pas eu cet environnement hostile, cette agressivité de part et d'autre, et l'insécurité de façon générale, je pense que l'exécution du programme du président, ce qu'on allait avoir comme résultat sur le terrain, allait aller même au-delà donc même des engagements que le président avait pris. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je peux dire que si nous nous mettons dans le référentiel aujourd'hui de ce climat hostile-là, c'est du très bon travail. Pas forcément parce que j'ai participé à la rédaction du programme, mais en regardant avec objectivité, je pense que le président a félicité. Et je crois que nous devons tous comprendre au-delà donc de cela que c'est certainement un président qui est venu pour travailler. Et vu la situation actuelle, à mon avis, il faut resserrer les rangs et il faut resserrer les rangs pour vraiment, véritablement se mettre derrière le président pour que, en tout cas, le temps qu'il parte, ce qu'il a déjà fait qu'on a vu, qu'on puisse aller au-delà de cela et qu'au-delà donc de l'adversité, qu'on arrive à améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est en cela aussi qu'on aura certainement la population avec nous pour la lutte contre l'hydre terroriste. D'accord. Alors, à vous écouter, professeur, on sait que vous suivez de près la mise en œuvre de ce programme présidentiel, parce que quand vous sortez des chiffres dans des domaines même qui ne sont pas votre domaine de prédilection, alors est-ce que vous confirmez cela que vous suivez de près la mise en œuvre de ce programme, même n'étant pas dans Je suis de près. Je vous dis que quelquefois, quand je m'exprime dans les médias, je préfère m'exprimer sur ce que je maîtrise bien. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs, je n'ai pas de compétences. Si nous parlons aujourd'hui d'un certain nombre de secteurs, certainement que vous serez étonné de me voir dire des choses, mais quelquefois, je me dis qu'il doit y avoir l'homme public, mais il doit aussi avoir le technicien, et le technicien doit donner des opinions sur des choses très pointues pour pouvoir orienter donc la vie de la nation. Et ça n'a rien à voir avec donc les connaissances de base que nous avons donc dans les différents domaines et qui font que nous connaissons parfaitement ces domaines-là sans avoir donc, je dis, avoir fait des études ou avoir fait de la recherche pointue dans ces domaines. Quand on prend des secteurs comme l'énergie, les mines, l'environnement, c'est des secteurs où, par exemple, nous avons des connaissances pointues. On peut même produire
de faire de la production de connaissances et mettre à la disposition donc, de l'appareil de l'État. Mais quand on va prendre des secteurs comme l'agriculture ou les infrastructures, c'est des domaines que nous connaissons bien. Nous avons même eu à encadrer des étudiants dans ces domaines, mais le degré de connaissance peut-être ne permet pas. Ce n'est pas tous ceux qui connaissent qui peuvent produire de la recherche. Par exemple, dans l'enseignement supérieur, jusqu'en master, vous connaissez, mais vous n'êtes pas formé à produire de la connaissance. Exactement. Par contre, quand vous faites de la recherche, c'est la production de la connaissance. Et en ce moment, vous êtes beaucoup plus approprié. Un chercheur, dans son domaine, doit travailler à produire donc de la connaissance au service donc de sa nation. Et c'est ce que moi j'essaie de faire quelquefois dans l'énergie. Les mines, c'est beaucoup plus polémique. Quelquefois, j'ai des écrits, mais j'essaie de les mettre de côté. D'accord. Alors, on va revenir en tout cas plus en détail sur chacun de ces domaines. L'énergie, la mine, les mines, la transformation agroalimentaire et tout. Mais déjà, lorsque vous étiez ministre de l'énergie au Burkina, on vous a vu très actif sur le plan du développement de l'énergie au Burkina. Moi, j'ai eu la chance de vous interviewer alors que vous étiez ministre. C'était sur les questions de l'efficacité énergétique, l'expérimentation du solaire au Burkina et même les questions de lampadaire LED, le projet LED effectivement qui est en cours de mise en œuvre au Burkina. Alors aujourd'hui, quand on regarde tout cela, malgré le fait que vous étiez engagé, vous n'avez pas été reconduit dans le gouvernement qui a suivi. Il y en a qui ont estimé déjà que vous n'étiez pas en odeur de sainteté avec le chef de l'État. Est-ce que vous avez un problème avec le président ou le parti MPP? Dites-nous. Non, je pense qu'il ne faut pas poser des questions sous cet angle. Le développement que je viens de faire tout de suite, si j'avais des problèmes avec l'appareil d'État en place, je n'aurais pas dû faire ce développement. Non, je pose la question parce que souvent dans l'opinion, je vous le dis, il n'y a pas de zone d'ombre entre le président du Faso et moi. Et depuis que je suis parti du gouvernement, j'ai été reçu à maintes reprises par le président du Faso. Après votre départ du gouvernement à maintes reprises, je vous le dis. Et tous ceux qui disent ça sont certainement aussi des gens peut-être qui me suivent de près et qui pensent que si nous essayons de distiller cette information, peut-être que ça peut être une barrière pour certainement la personne. Je vous dis, je n'ai pas de problème. Et je vous le dis, c'est le lieu pour moi de le dire et de le répéter. S'il y avait un problème, vous ne me verrez pas actif sur le terrain, vous ne me verrez pas à Orodara, vous ne me verrez pas à Bobo Dioulasso en train de mener des activités. Si je le mène, je mène ces activités, je les mène pour qui? Je les mène parce que je pense qu'il faut tout faire pour que le président du Faso soit réélu de la plus bonne manière. Donc, et c'est pour cela que je suis sur le terrain. Vous continuez à accompagner la mise en œuvre du programme présidentiel, même n'étant pas ministre. Exactement. Et à chaque fois que j'ai été sollicité, peut-être que ce n'est pas visible, mais j'apporte en tout cas ma part de contribution. D'accord. Et au niveau du parti, on ne vous voit pas très actif au niveau du parti, au pouvoir, le MPP. Est-ce que vous en êtes militant? Est-ce que vous êtes en odeur de sainteté avec le dirigeant du MPP? Mais je n'arrive pas à comprendre cette question parce que vous ne participez pas au bureau politique du MPP pour dire que... Non, on connaît les grandes têtes du MPP. Oui, mais il n'y a pas de... Est-ce que vous participez au bureau politique du MPP? Non, pas du tout. Si vous participez au bureau politique du MPP, partez placer vos radars, vous verrez... Alpha m'a dit ça. Vous allez fréquemment me rencontrer. Donc, pour dire que... En toute vérité, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème par rapport donc, à tout ce que vous avez dit. Et des indicateurs sont là pour montrer qu'il n'y a pas de problème. Je ne peux pas faire 2 semaines sans être en province. Et quelquefois, il y a des images qui sont rapportées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias, vous voyez. Je pense que si... je n'étais pas en odeur de sainteté, comme vous le dites, avec les dirigeants, je n'allais pas être actif. Que je pose, je n'allais pas être actif, ou même si je suis actif, peut-être que j'allais avoir des propos qui allaient avoir tendance à montrer que je ne suis pas en odeur de sainteté. Mais quand je vais, tout ce que je fais, je n'ai jamais eu à dire quelque chose ou à poser un acte sur lequel vous pouvez vous baser pour avancer. Et je pense que votre question même est très bien posée. Et la question posée sous cette forme peut paraître donc assez tordue, mais je pense qu'elle est bien posée. Ça me permet de corriger le tir pour ceux qui pensent comme vous que certainement d'éclairer l'opinion, pour ceux qui pensent que certainement moi je ne suis pas en odeur de sainteté avec certains dirigeants. C'est pour cela certainement. Je pense que s'ils veulent des raisons,
Peut-être qu'il faudrait qu'ils continuent à chercher, mais sinon les raisons qu'ils avancent pour l'instant ne tiennent pas la route. Et je dirais que ce soit l'appareil du parti ou que ce soit le président du Faso, vous n'allez pas dire que je fais des éloges du président du Faso, mais je suis objectif dans mes analyses. Je ne suis pas peut-être le type de personne qui va juste faire des éloges d'une personne parce qu'il faut le faire. Mais c'est la première fois d'ailleurs que vous me voyez faire ces éloges. Ça veut dire que quand je fais l'analyse, je pense que le traitement que certaines personnes réservent au président du Faso, je pense qu'il ne mérite pas ce type de traitement. Un traitement quelquefois erroné. Quelquefois erroné pour quelqu'un qui est au four et au moulin et que malgré cette adversité arrive donc à dérouler son programme autant qu'il peut. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde et quelquefois il faut avoir le courage de s'arrêter et de reconnaître donc pour pouvoir donc avancer en ce moment avancer sur une trajectoire beaucoup plus sereine plutôt que d'être dans la polémique seulement de critiquer parce qu'il faut critiquer. Moi je ne suis pas de cette nature. De toute façon on me connaît. Je ne vais pas rentrer dans dans une polémique ou à faire des éloges rien que pour faire des éloges. D'accord. En tout cas merci pour cette mise au point. On va refermer cette page politique parce que ce n'est pas un domaine que vous aimez beaucoup. Et pour ouvrir... Non, pas que je n'aime pas beaucoup. Vous dites que vous n'aimez pas parler politique. Devant les médias, vous n'aimez pas parler politique. Non, j'ai dit le temps viendra où je parlerai de la politique devant les médias. Mais pour l'instant, je pense que j'ai des idées dans les domaines scientifiques et techniques qui sont des idées immuables que je veux faire d'abord accepter par l'opinion publique et par la nation avant de passer au domaine des idées muables, qui est le domaine politique où toute vérité est relative et toute vérité aussi est liée au contexte dans lequel donc, la vérité donc, a été émise. D'accord. Alors nous allons donc couvrir à présent la page consacrée à l'énergie. C'est l'un de vos domaines de prédilection. Je rappelle que vous avez été ministre de l'énergie au Burkina. Alors aujourd'hui au Burkina, on n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui pourquoi on n'arrive pas donc à produire suffisamment d'énergie pour les populations parce que chaque année, il y a encore des délestages, l'insuffisance de la production de l'énergie. Alors dites-nous d'abord quelle est la cause de cet état de fait. Pourquoi le Burkina n'est pas autosuffisant en matière d'énergie? Non, le Burkina n'est pas le seul pays qui rencontre des difficultés avec le secteur de l'énergie. Nous avons un problème qui est un problème régional, on peut dire même, on peut aller au-delà en disant que c'est un problème continental. Mais pour résoudre le problème... Lié à la géographie du Burkina? Pas forcément, pas forcément. C'est des problèmes, je dirais, structurels, d'ordre structurel qu'il faut diagnostiquer. Et je pense que quand on prend par exemple le programme du président du Faso, les grandes lignes pour la résolution de ce programme sont là. Parce que pour résoudre le problème de l'énergie, quand on regarde à l'échelle mondiale, les bons exemples qui ont marché, c'est que les solutions se retrouvent à plusieurs niveaux. Et ces différents niveaux se retrouvent dans le programme présidentiel actuel. Peut-être qu'il faut laisser le temps de dérouler. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que pour résoudre le problème, il y a différents niveaux. D'abord, il faut qu'il y ait il faut regarder le plan régional. Donc, il faut travailler au plan régional à mettre en place des mécanismes d'interconnexion, de mutualisation de l'énergie, dans un premier temps. Et dans un second temps, au plan régional, il faut travailler à mettre en place de gros systèmes de production pour produire l'énergie de façon massive. Et si on arrive à produire l'énergie en grande quantité, en fonction des potentialités des pays, il y a des pays qui ont un potentiel hydroélectrique très élevé, il y a des pays qui ont un potentiel solaire très élevé, il y a des pays qui ont un potentiel, qui ont la capacité et les moyens pour mettre, par exemple, plus tard le nucléaire, certainement qu'on en parlera. Absolument. Il y a des pays qui ont la possibilité de développer la géothermie, etc., etc., etc. Il faut d'abord mettre la matrice donc de partage d'énergie en place, une matrice cohérente à travers des interconnexions cohérentes. Et une fois que ces interconnexions sont mises en place, il faut, en fonction des potentialités des différents pays, travailler à développer de grosses infrastructures en fonction des potentiels de chaque pays, comme je l'ai dit.
Et comme en amont, on aurait déjà mis le dispositif, la route, le chemin pour pouvoir partager l'énergie, on pourrait le faire. Donc canal de distribution. Voilà. Et tout ça, convoluté avec une convolution comment je dirais, de la réglementation, de tout ce qu'il y a comme réglementation à mettre en place sur les questions donc du marché, des échanges d'énergie à mettre en place, etc. etc. Ce qu'il faut faire au plan régional. Ensuite, au plan national, il faut travailler à rendre les réseaux de transport et de distribution solides. Okay. Au plan national. Donc, travailler à faire une extension du réseau interurbain, mais aussi intra-urbain, à mettre les dispositifs techniques de solidification du réseau, notamment donc des postes transformateurs qu'il faut, mais qui peuvent permettre de supporter les besoins donc des charges d'alimentation, et aussi, au-delà des villes, aller dans les campagnes, faire l'extension au niveau des villes. Donc, si nous avons une interconnexion entre les pays, nous avons de grosses capacités de production en fonction des potentialités des pays, et que l'énergie est produite et inonde les pays. Si à l'intérieur des pays, les réseaux sont ramifiés, un peu comme si vous avez du sang qui circule dans un corps humain, vous avez du sang qui arrive et qui doit se ramifier. Il ne faudrait pas que de l'énergie arrive, par exemple, du Ghana pour le Burkina, et arrivé au Burkina, le manque de maillage du réseau burkinabé entrave la distribution, par exemple, ou l'utilisation efficiente, par exemple, et efficace de cette énergie. Donc, il faudrait que le réseau national soit renforcé, et ça, c'est au plan national. Maintenant, au-delà du plan national, le troisième niveau, c'est le niveau local. Quand vous allez prendre un village qui est loin du réseau, qui n'a pas encore accès au réseau, il faudra développer toutes les solutions possibles pour que chacun ait accès. Ceux qui sont déjà au réseau n'auront pas de problème, ceux qui sont déjà raccordés au réseau. Ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, qu'il y ait des solutions innovantes comme des systèmes off-grid, des mini-réseaux off-grid ou hybrides, solaire uniquement ou solaire hybridé avec donc, le diesel ou solaire hybridé avec l'éolienne en fonction donc, des potentialités des pays. Si nous allons avec un schéma de ce type, à long terme, à moyen terme et à court terme, je pense que le problème de l'énergie dans la zone Afrique pourrait être, en tout cas, trouvera un dénouement le plus vite possible. Et tout ça, comme je l'ai dit, doit se faire en mettant en place une réglementation cohérente, mais surtout également avec une planification donc cohérente. La planification est la clé du secteur de l'énergie. Vous avez beau produire comment, si vous avez des capacités, si vous ne pensez pas que rien que le produit intérieur brut, son augmentation peut influer la demande en énergie, l'extension du réseau peut influer, etc., etc. Si vous ne planifiez pas, vous allez toujours avoir des indicateurs qui vont être dépassés parce que simplement vous n'avez pas pris en compte donc, cette augmentation donc, de la demande. Alors, à vous écouter, vous êtes rattaché, j'allais dire, vous êtes connecté à cette idée d'interconnexion entre les États. On a l'impression justement que c'est dans le long terme, vous l'avez d'ailleurs dit, et ces projets d'interconnexion. Mais pour l'instant, si l'on s'en tient au cas du Burkina, on a tous les efforts qui ont été déployés. On a toujours l'impression que la production énergétique n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de mixte énergétique, c'est-à-dire mettre en commun toutes les sources d'énergie possibles. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne politique pour le Burkina? Je pense d'ailleurs que c'est ce qui est en cours. Hein? Oui, moi je préfère souvent, quelquefois, ne pas parler que du Burkina parce que je suis convaincu que la solution de l'énergie, je veux dire la solution énergétique de l'accès à l'énergie n'est pas une solution unique. C'est-à-dire ne pas penser que si je fais de la production qu'à partir de l'hydroélectricité, je vais résoudre mon problème, qu'à partir du soleil, je vais résoudre mon problème, qu'à partir du thermique, je vais résoudre mon problème, ou ne pas penser que mes capacités propres à moi seul, c'est-à-dire, si je veux parler de la nation, me suffisent. Non. La solution aujourd'hui de l'énergie se trouve dans la mutualisation, dans le partage. Dans le partage et la diversification de la source d'énergie, d'où la question donc, du mix énergétique. Quand vous prenez par exemple à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale, quand vous prenez les ratios, par exemple, au jour d'aujourd'hui,
Le thermique occupe près de 40% de la production au plan mondial. Mondial, oui. Au plan mondial, la production thermique occupe près de 40%. Est-ce que ce n'est pas une solution? Le charbon, que les gens négligent, dont on n'entend plus parler beaucoup, occupe toujours 27% par exemple. C'est des statistiques que je vous donne pour que vous voyez l'enjeu et le chemin que nous avons à parcourir. Si vous prenez le gaz par exemple, l'utilisation du gaz en termes de consommation d'énergie au plan mondial, le gaz occupe toujours 20%. Le nucléaire dont on parle sur tous les toits, peut-être ne dépasse pas peut-être 5 à 5,5%. Et l'hydroélectricité qu'on trouve abondante peut-être aussi autour de 5-6%. Et quand vous prenez les énergies renouvelables, la géothermie, le solaire, l'éolien, tout, vous n'avez pas, même pas 1% à l'échelle mondiale, jusqu'à présent. Donc, la plupart des pays se sont fixés des objectifs, avec aujourd'hui les ODD, se sont fixés des objectifs en termes donc de conversion de leur système vers les énergies renouvelables. Mais quand on regarde, cette progression est toujours, si je peux dire, mitigée. Quand on regarde, moi j'ai regardé la dernière fois les statistiques par exemple, de 90 jusqu'en 2017, la part du, quand on prend l'ensemble pétrole et gaz, la part de l'ensemble pétrole et gaz dans l'exploitation énergétique n'est passée que de 61% à 58%. C'est mitigé. Donc c'est pour dire que les ODD ont eu raison dans certains volets de mettre l'accent sur les énergies renouvelables parce qu'il faut véritablement une révolution énergétique dans les années à venir pour que véritablement les énergies renouvelables impactent la production énergétique et occupent véritablement de façon donc beaucoup plus importante et véritablement de façon graduelle, mais avec des points de plus en plus importants d'une année à l'autre, pour qu'à la fin, on puisse, de façon remarquable, d'ici peut-être 15 à 20 ans, observer de façon significative donc l'apport des énergies renouvelables dans le mix énergétique, parce que ce que vous ne savez pas certainement, les objectifs en matière donc de protection de l'environnement aujourd'hui sont fortement liés aux objectifs en termes de progression dans l'utilisation donc des énergies renouvelables, parce que l'exploitation énergétique en elle seule occupe plus de 50% donc de l'émission des gaz à effet de serre qui contribuent aujourd'hui au réchauffement climatique et à l'augmentation de la température globale de la Terre, si on reste donc dans cette veine. Ok, à mieux vous comprendre, on peut dire que l'avenir de l'énergie se trouve donc dans les énergies renouvelables. Est-ce que c'est vers ça que nous sommes en train de progresser? Oui, et pour le continent africain, d'ailleurs, c'est ce que je voulais relever, la comparaison que je voulais faire, c'est le contraste qu'on a entre le continent africain et le reste du monde. Quand vous prenez le continent africain, les statistiques que je viens de vous donner, si vous les reprenez, l'Afrique, la biomasse, ça tout le monde le sait, occupe près de 50% en Afrique. Le bois, énergie, parce qu'on utilise le bois pour faire la cuisine, parce qu'on utilise le bois pour chauffer. Je pense que le bois, énergie, occupe près de 47% de la consommation d'énergie en Afrique. Et quand on prend, par exemple, le pétrole, peut-être on est peut-être autour de 22%. Et si vous prenez le nucléaire, que beaucoup de gens veulent promouvoir en Afrique, on n'est pas à plus de 0,5%. Je pense que le nucléaire doit être autour de 0,5%. Et les autres formes d'énergie, je vous le donne pour que vous puissiez comprendre l'enjeu. Les autres formes d'énergie, quand vous prenez le charbon c'est peut-être 15%, le gaz 12%, mais notre consommation jusqu'à aujourd'hui reste dominée par la biomasse énergie, d'où la question donc de la déforestation. Et quand vous prenez les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien en Afrique, on n'a même pas 0,1% pour l'instant. Quand on regarde dans la masse globale. Pour dire que l'Afrique, le continent africain a du chemin à faire. Pour dire donc que si nous voulons résoudre le problème, dire que les énergies renouvelables peuvent résoudre et qu'il faut mettre de côté le thermique. Non, parce que le seuil du thermique que les autres ont atteint, nous n'avons même pas atteint la moitié de ce seuil. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la biomasse énergie, c'est 47%. Nous devons plus travailler aujourd'hui à minimiser notre utilisation de la biomasse énergie pour la préservation de nos forêts et aller vers le mix énergétique parce qu'on a des solutions innovantes avec le solaire qui permettent d'anticiper sur l'électrification de certaines localités qui sont loin du réseau. Il faut le voir en termes de solutions
avant maintenant de le voir en termes donc de préservation de l'environnement. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les énergies renouvelables, atteindre le même seuil, nous devons parcourir, suivre la même trajectoire que les autres. Il y a des choses que nous pouvons gagner en allant vers le renouvelable, en ne suivant pas les mêmes chemins que les autres ont suivis et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils sont obligés de corriger. Exactement. Quand vous allez dans certaines villes du monde aujourd'hui, à la limite, on voit des particules à l'œil nu. Dans certaines situations. Peut-être juste 2 questions avant de refermer cette page consacrée à l'énergie. Aujourd'hui, on a l'interconnexion entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre le Burkina et le Ghana, mais on continue d'enregistrer quelquefois des ruptures d'électricité. C'est ce que le citoyen lambda ne comprend pas. L'explication généralement donnée, c'est qu'il y a une panne sur l'interconnexion, c'est-à-dire le transport d'énergie. Est-ce que nous avons des interconnexions solides? Non, la question ne se pose pas en termes d'interconnexion. Les pannes sont fréquentes. Non, les pannes sont fréquentes. Oui, les pays sont en train d'expérimenter. Les pays où les interconnexions marchent, ou les pays qui sont interconnectés et que ça marche de façon fluide, sans obstruction, ont aussi vécu ces expériences amères avant d'être là. Ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Mais ce que je veux d'abord vous dire par rapport à ça, c'est que quand on a des ruptures d'électricité, il faut savoir d'où on vient et il faut savoir le retard que nous avons à rattraper. Quand on regarde les choses sous cet angle, on est beaucoup plus modéré dans nos plaintes et on est beaucoup plus modéré dans notre manière donc de nous plaindre. Quand vous regardez aujourd'hui un pays comme le Burkina, vous savez par exemple qu'en 2015, le taux d'électrification était de 18,8 ou 9%, presque 19%. Ça veut dire que quand vous prenez les 19 millions de Burkinabés, il n'y a que 18 à 19 personnes qui ont accès sur 100 personnes qui ont accès à l'électricité. Et en 2017, je pense qu'on devait être autour de 22%. Bon, 2018-2019, on doit être peut-être aujourd'hui à 23 ou 24%. Ça, c'est la moyenne nationale. Quand on prend par exemple la moyenne, je veux dire, pas la moyenne, je veux dire, quand on prend au niveau des grandes villes, en 2015, on était à presque 59 et quelques, presque 60% pour les grandes villes. Et en 2017, on était à presque 66%. Et aujourd'hui, peut-être qu'on sera autour de 70%. Voilà. Peut-être les statistiques viennent toujours avec 1 à 2 ans de retard. Voilà. Et quand on regarde les zones rurales, c'est encore très grave parce que les zones rurales, on avait ça, ce chiffre, par exemple, moi je le retiens parce que j'étais choqué. 3,24% en 2015. Dans les zones rurales de personnes qui avaient accès à l'électricité et qui devaient être aujourd'hui autour de 6 à 7%, voire 8%. Donc quand vous regardez, comparé à des pays comme le Maroc, le Maroc par exemple aujourd'hui a près de 98 ou 99% de taux d'accès et on est sur le même continent, vous voyez que malgré les capacités, malgré les performances des sociétés de production d'électricité, nous travaillons à rattraper ce retard. Imaginez les zones rurales, si nous sommes à 7-8%, si nous devons atteindre 100%. Et chaque année, nous avons peut-être 3, 4, 5, voire 6% qui s'ajoutent. Au même moment où on cherche à résoudre le problème de l'existant, de ceux qui sont déjà raccordés, de nouveaux abonnés s'ajoutent. Il y a de l'extension au niveau des villes. Vous voyez la ville de Ouagadougou, comme elle est en train de s'étendre. Voilà, de l'extension dans les villes, de nouvelles localités raccordées. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut trouver des solutions aussi innovantes pour les localités qui ne sont pas encore accordées, mais aussi des solutions innovantes pour les nouveaux quartiers des grandes villes. Quand vous prenez des quartiers comme Basenko, vous prenez des quartiers comme Bampore, ou bien vous prenez des quartiers un peu sur la route de Fada, ou des quartiers comme Zongo, on peut imaginer par exemple des mini-centrales solaires, peut-être de 0,5 MW ou de 1 MW, hybridé peut-être avec un groupe diesel, je ne sais pas, de 2 MW ou de 3 MW, qu'on peut délocaliser dans ces zones, de sorte à ce que ces zones puissent avoir une auto-production, une auto-alimentation, de sorte à ce que, dans certaines circonstances, ils puissent rejeter même leur surplus sur le réseau interne de la ville, mais que ce soit des localités de la ville qui puissent, en tout cas, avoir une solution indépendante de la solution globale
qu'il est au niveau de la ville, en attendant d'avoir donc en tout cas des lignes qui permettent d'alimenter avec donc de l'énergie de grande capacité venant peut-être soit à travers l'interconnexion ou bien à travers une grande centrale qui va être installée à quelque part dans le pays. Alors aujourd'hui, qu'on ait des solutions comme ça et que les villages, par exemple, qui ne sont pas encore raccordés, plutôt que de les raccorder, c'est ce que je voulais dire, que ce soit l'extension des villes, que ce soit les villages, plutôt que d'attendre de les raccorder, qu'on ait des solutions innovantes, ce qui a déjà commencé depuis 2016-2017. Avec les coopératives. Pas uniquement avec les coopératives, mais aujourd'hui, on a des villages qui sont, par exemple, alimentés par des mini-réseaux uniquement solaires, avec des batteries, des stockages, et ça marche. Voilà. Donc, alors, il faut aller dans ce sens. L'autre question, c'était de savoir quelle est la part du privé dans la production de l'énergie, parce qu'on sait qu'au-delà du réseau de la Sonabel que l'on connaît, il y a des coopératives dans certaines localités qui produisent de l'électricité. Est-ce que, en tant qu'État, on a également un suivi par rapport à cette production, j'allais dire, de type privé d'électricité? Est-ce que ça marche? Est-ce que ce n'est pas un domaine qu'il faut recadrer? Oui, on parle d'affermage avec des coopératives d'électricité qui ont des concessions d'exploitation, de production et de distribution que l'État leur donne. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, quand vous avez un service public et que, par exemple, l'État décide de confier ces services publics à un privé, l'État ne peut pas le faire sans qu'il y ait un autre organe de régulation, parce que à partir du moment où l'État est une partie, et vous avez le privé même qui est là, et vous avez le consommateur, à partir du moment où l'État se soucie des problèmes du consommateur, il y a forcément une quatrième partie qui intervient, pas forcément comme un gendarme, mais pour mettre tout le monde au pas. Et c'est ça le rôle de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie que les gens ne connaissent peut-être pas assez. Cette autorité existe. Voilà, cette autorité existe, qui est l'ARS. Cette autorité existe et son rôle, c'est ça. Et l'ARS travaille beaucoup avec les coopératives d'électricité. Est-ce qu'elle contrôle les coûts? Les coopératives font des bilans annuels qui sont mis à la disposition de l'ARS. Et quand aujourd'hui vous voulez une concession, au-delà même des coopératives, sur les producteurs indépendants qui sont en train d'arriver, quand vous voulez une concession, vous voulez une licence, il faut que le conseil de régulation se réunisse pour vous autoriser avant que le ministère de tutelle ne puisse vous donner maintenant la licence. Et ça s'est fait. Alors, peut-être que vous n'êtes pas informé là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien compris. On est un peu pris par le temps. On a beaucoup d'autres sujets abordés dans le cadre de cette émission Franc-Parler avec vous, professeur Alpha Oumar Dissa, ancien ministre de l'Énergie au Burkina. Alors, on va parler rapidement du secteur minier. C'est vrai que c'est un moteur de croissance. Aujourd'hui, le secteur minier qui est vu comme étant la principale source d'entrée de devises au Burkina. Alors, en quelques mots, quelle est la contribution de ce secteur, d'après vous, au développement du Burkina, puisque vous avez géré également à un moment donné ce secteur minier, qui est un secteur à polémique aujourd'hui? Oui, le secteur minier apporte beaucoup, en tout cas contribue beaucoup à travers les différents régies des finances au budget de l'État. Et aujourd'hui, quand vous regardez, c'est un secteur qui est en plein essor. Je crois qu'on devrait avoir aujourd'hui près de 11 mines en exploitation, 3 mines en construction, notamment les mines de Samrando, Wagnon et de Bamboré. Et aujourd'hui, des mines d'or, et puis la mine de zinc de Perquois, voilà, qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, la part du secteur minier dans les régies, sa contribution dans les régies monte à près de... bon, je ne vais pas donner les chiffres parce que ce n'est pas mon rôle, à plusieurs centaines de milliards de francs CFA, qui n'est pas visible forcément par la population. Mais quand moi je m'en sors, je suis enseignant à l'université, je touche mon salaire à la fin du mois, je m'attends, je sais que à quelque part les mines ont contribué d'une manière ou d'une autre, mais tout le monde ne comprend pas ça sous cette forme. C'est pourquoi d'ailleurs il faut communiquer là-dessus pour que on puisse, les uns et les autres, sachent que les mines contribuent beaucoup au budget de l'État et contribuent beaucoup à assurer donc un certain nombre de choses que nous savons, que ce soit les salaires ou tout, un certain nombre d'investissements que l'État fait. Au-delà de ça, vous avez aussi d'autres mécanismes qui ont été mis en place, notamment le Fonds minier de développement local qui doit contribuer aussi à l'éclosion d'un développement
locale véritable à travers donc, une part donc, du capital donc, des mines qui devaient être reversées aux collectivités territoriales. Alors, parlant justement de ce fonds minier, on sait que c'est une disposition du nouveau code minier au Burkina, un code minier qui était à polémique, adopté finalement. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce code minier est suffisamment attractif pour l'investissement dans ce domaine au Burkina? Oui, notre code minier est suffisamment attractif. Nous parlons tout de suite de l'investissement, ou pas de l'investissement, de l'apport de l'industrie minière aujourd'hui au budget de l'État. Cet apport est peut-être important et n'est pas visible, mais au-delà de cet apport, là où aujourd'hui le code minier du Burkina permet d'augmenter de façon substantielle l'apport des mines à l'économie nationale et qui n'est pas encore exploré de façon profonde et qui pourrait peut-être permettre de multiplier par 2 ou par 3 l'apport des mines, c'est la fourniture minière, mais c'est aussi les emplois. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, je reviendrai même sur ce qu'on aime dire à travers les mines. On dit, vaut mieux, même quand vous avez affaire à une mine, travailler avec la mine que de travailler pour la mine. Qu'est-ce que ça dit? Aujourd'hui, ça veut dire que si vous décidez par exemple d'être un fournisseur minier de biens et services, il est certain que vous gagnerez mieux votre vie que d'aller par exemple être un employé de la mine. Ah oui? Ça, parce qu'à l'échelle mondiale, 40% des capitaux dans les mines circulent dans la fourniture minière. Alors, dans le cas de Burkina, quand on regarde, jusqu'à présent, je crois qu'on a autour de 9,5 à 10% des marchés de la fourniture minière qui est donné donc, aux nationaux, aux entreprises locales. Le reste va où? Le reste, c'est des entreprises étrangères. 90%. C'est des entreprises étrangères, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre pourquoi? Parce que pour que les entreprises locales puissent être adjudicateurs de ces marchés, il faut qu'à quelque part, ils respectent les standards de ces entreprises minières. Parce que vous savez que la plupart de ces entreprises minières sont cotées en bourse. Si vous devez, par exemple, fournir des poulets à une entreprise minière, si vous n'avez pas les standards en termes de normes de qualité, par exemple, un camion frigorifique pour transporter, par exemple, les poulets, ou bien vous avez un camion qui n'est pas en bon état, qui peut tomber en panne, les poulets vont commencer à se décomposer en route. Vous allez amener ça à la base vie de la mine, les travailleurs vont consommer, ils vont tous avoir des intoxications et, et des arrêts de travail. Et quand on va imputer ça sur le cash flow de la mine, journalier ou en tout cas hebdomadaire, on va se rendre compte que la mine, pour cette action-là seule, la mine a perdu peut-être plusieurs dizaines de millions. Mais qu'est-ce qu'on fait pour hausser nos entreprises nationales à ce niveau de qualité pour qu'elles soient compétitives et puis avoir ces marchés? Parce que 90% à l'étranger, c'est énorme. Toute la problématique est là. Donc, toute la problématique aujourd'hui, comme le code minier le veut, comment travailler à mettre à niveau les entreprises locales pour pouvoir donc arriver à augmenter la part des entreprises locales donc, dans les marchés miniers. Et pour faire ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Une des questions que nous avons, c'est les normes des standards. Mais une autre chose, c'est la caution. Beaucoup d'entreprises nationales, par exemple, n'ont pas les cautions exigées. Bon, quand on parle de normes, tout ça c'est pris en compte dans les normes. Donc, il faut travailler peut-être à réorganiser la fourniture minière locale, à réorganiser d'abord la formation. Après la formation, donc former pour que d'abord les entreprises comprennent le contexte et comprennent le langage du secteur minier, parce que quelquefois c'est ça qui manque, et c'est ça qui fait qu'ils ont des difficultés. Ensuite, il faut, après ça, après la formation, travailler à mettre en place une plateforme d'information sur les différents marchés qui vont, des différentes mines qui vont être lancées. Ensuite, il faut travailler, et ça c'est quelque chose de très important, à mettre en place certainement un système un groupe, si je peux dire, de caution solidaire.
Un coût, c'est-à-dire que travailler à ce que, à travers les banques, que ces entreprises-là puissent mutualiser, par exemple, entre elles, les cautions qui doivent être utilisées pour postuler au marché. Et ensuite, il faut surtout travailler aussi à ce qu'ils aient des financements innovants. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez certains guichets comme la BOAD, je veux dire, vous prenez certaines banques comme la BOAD ou la BAD, ou certaines banques islamiques, ils ont aujourd'hui des guichets privés qui peuvent permettre aux entreprises privées d'avoir donc des financements pour pouvoir exécuter les marchés. Tout cela, c'est le travail de qui finalement? Cette question de sensibilisation, de formation des entreprises, qui doit jouer ce rôle? Est-ce que ce n'est pas l'État? Oui, mais vous savez que le code a été mis en œuvre il n'y a pas quelques années. Tout est une question certainement de temps où il faut mettre les petits plats dans le grand progressivement et on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut aller de façon donc graduelle et de façon progressive et je pense que c'est des choses qu'on pourra faire donc plus tard. Mais pour l'instant, les entreprises étrangères sont agrippées au marché. Ce n'est pas sûr qu'elles lâchent à un moment donné. Même quand il y aura des entreprises burkinabés à même de conquérir également ces marchés. C'est le code minier qui le veut. Qu'est-ce que vous voulez? Le code minier le veut et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il faut le relire après. Les entreprises vont... De toute façon, je sais que la Chambre des mines travaille aujourd'hui avec les entreprises minières à aller dans cette direction, à aller vers l'implication des entreprises locales donc dans la fourniture des biens et services miniers pour que, à terme, les dispositions du code minier soient respectées. D'accord. Alors, je disais aussi que l'autre question aussi, c'est la question des emplois. Oui. La question de l'emploi, il y a une similitude et une symétrie parfaite entre la question des emplois et la question de la fourniture minière. Ouais. C'est le même langage, c'est le même scénario, c'est parce que quelquefois les gens ne sont pas suffisamment formés. Les gens ne sont pas suffisamment formés au métier des mines ou que quelquefois, pour certains niveaux donnés au plan national, on ne s'y est pas pris à temps, depuis peut-être les années 2000 ou les années 90, qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec un certain nombre d'emplois d'un niveau donné occupés par certainement les étrangers. Mais je pense que les entreprises minières elles-mêmes sont conscientes des dispositions du code minier. Et moi, je vois que tout on espère bien qu'on va y arriver. Alors, je vais peut-être vous étonner, nous sommes à moins de 5 minutes de la fin de cette émission. Le temps court très vite, mais je voudrais quand même que l'on parle un peu de la transformation agricole et industrielle, c'est l'un de vos domaines de prédilection. Alors, en quelques mots, dites-nous à quel niveau se trouve le Burkina en matière donc, de transformation industrielle. Est-ce que nous avançons, est-ce que nous reculons, est-ce que nous sommes dans une position stagnante? Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que les matières premières, ce n'est pas ce qui manque chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous faisons, par exemple, le CIAO, quand nous faisons, par exemple, le FERCIT, ce que nous n'avons pas compris depuis le début, c'est que l'idée du CIAO, c'était de pouvoir découvrir des talents du point de vue de l'artisanat et ensuite que les outils utilisés par ces artisans puissent être explorés par des chercheurs et proposer des pistes d'amélioration. Et c'est pour ça que le FERCIT, certainement, a été créé. Et à partir du FERCIT, les hommes d'affaires qui veulent, des investisseurs nationaux, devraient, en bout de chaîne, voir un certain nombre d'outils qui ont été améliorés depuis le CIAO et qui ont été innovés et qui nécessitent d'être vulgarisés et commercialisés. Normalement, c'est dans cette dynamique que nous devons aller. Mais au plan national, je pense que beaucoup de gens ne voient pas le chemin sous cette forme. Mais si nous revenons uniquement, il y a tellement à dire là-dessus, si nous revenons dans le cas, par exemple, de la transformation, je ne sais pas, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les différents pôles de croissance comme on est en train de le faire, il faut qu'au-delà des conditions d'amélioration de la production, au-delà de la mise en place des circuits de commercialisation, il faut que, entre la production et la commercialisation, que nous pensons à regarder comment on peut transformer, comment on peut conserver ces produits et travailler au niveau de la recherche à voir comment les productions de masse dans ces pôles-là peuvent être, quelles sont les variantes, je veux dire, les variantes donc de transformation possibles, de sorte à ce que ce soit au plan national ou que ce soit
à travers l'exportation, que l'on puisse créer des filières de valorisation, donc, de sorte à pouvoir créer plus de plus-value et mettre en place donc ces chaînes de valeur pour que, en bout de chaîne, que ces productions-là puissent, à travers donc les taxes et autres qui vont être prélevées, permettre donc d'avoir donc une masse en termes de capitaux importante qu'on peut réinjecter pour pouvoir améliorer donc la gestion donc de ces pôles de croissance, pour créer de la soutenabilité dans le temps. Donc pour vous, il y a lieu de rectifier le tir, parce qu'on n'est pas pas forcément, compléter. Compléter. Sinon, ce qui est déjà là est bon, mais il faut travailler peut-être à... si je prends par exemple un certain nombre d'exemples, par exemple, de certaines productions, on peut regarder est-ce que à 2-3 km, ou voire même 10 km de ces sites-là, on peut mettre des unités de transformation, tout en réfléchissant sur les filières donc, de commercialisation des produits finaux, et tout en faisant une analyse économique et une analyse commerciale pour voir comment, en bout de chaîne, on peut arriver. Prenez par exemple le cas, en quittant même par exemple les pôles de croissance, prenez par exemple le cas du coton. Le coton, par exemple, l'État subventionne le coton, mais l'idée de subventionner le coton, comme on le fait déjà dans l'espace également européen, c'est de pouvoir subventionner pour que l'agriculture marche bien, mais qu'en bout de chaîne, on puisse transformer le coton et que l'État puisse récupérer sa subvention. C'est qu'elle a injecté sa subvention à travers, donc, à travers donc, les taxes, que ce soit les taxes d'exportation, que ce soit les taxes liées donc aux plus-values qui est créée à travers donc la création de chaînes de valeur dans la transformation du coton. Merci beaucoup, professeur Alpha Oumar Dissa. Nous sommes à la fin du rendez-vous de cette émission. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau de la télévision LCA Franc-Parler, c'est l'émission. Merci beaucoup. On espère en tout cas vous retrouver très prochainement. Merci pour toutes ces réponses apportées à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour ce rendez-vous de votre émission Franc-Parler sur les antennes de LCA Télévision. Excellente suite de programmes. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.